Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Lucie Ballio, directrice adjointe du GEM. Donc, je suis ravie de vous accueillir puisque sur ce webinaire, les États-Unis, c'est la zone que j'essaye voilà, de défricher un petit peu depuis mon arrivée. Donc, je vous remercie d'être nombreux et nombreuses autour de ce webinaire aujourd'hui. On va pouvoir donner la parole après à Bruno et Sandy du cabinet Wino Consulting, qui est basé aux États-Unis, au Texas, qui ont donc travaillé sur une étude de remise à niveau qu'ils avaient déjà fait en 2022. Cette étude, donc, comme le disait tout à l'heure Audrey, est sur le point d'être terminée justement et sera communiquée très prochainement, donc courant juillet. Donc le marché américain, pour replanter un petit peu le décor, c'est quand même au niveau consommation mondiale le plus gros marché. Donc, il y a vraiment des opportunités à prendre. On sait qu'on a à peu près sur quatre États clés, en tout cas Californie, Texas, Floride, New York et puis la Floride, pardon, et la Pennsylvanie, pardon, je l'ai déjà dit aussi. Ça concentre 40% de la population mondiale, enfin de la population, pardon, américaine. Donc, on va voir aujourd'hui plusieurs thématiques, donc les grandes tendances du marché, les comportements d'achat, l'impact aussi des tensions commerciales et vous avez pu voir aussi dans l'actualité tout ce qui se trame depuis quelques mois déjà. Et puis après, des leviers stratégiques justement et les points d'ancrage qu'on va pouvoir trouver et travailler sur la fin d'année et également sur 2026. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Bruno Taetosian du cabinet Wino qui va vous faire cette présentation. Donc, ça va durer à peu près 45 minutes, 50 minutes, et puis on se réserve le droit après de petites questions à la fin si vous voulez échanger avec nous. Voilà, donc bon webinaire. Merci beaucoup, Lucie. Je pense que tout le monde m'entend bien. Très heureux d'être ici également, aujourd'hui dans les locaux avec Ameublement Français. Donc, c'est une première pour moi. Très, très heureux d'être ici. L'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est de faire une présentation sur le marché US par rapport à l'étude et puis par rapport à ce qui est envisagé sur l'année 2026. Donc, je vais faire la présentation en français, même si le contenu sur les slides est en anglais. Je vais le faire en français et puis après, Sandy me rejoindra pour répondre à vos questions. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de partager des informations avec vous, mettre l'accent surtout sur les changements qu'on a notés depuis 3 ans, entre 2022 et 2025. Bien sûr, l'étude en elle-même est beaucoup plus exhaustive que ce que je vais présenter aujourd'hui, donc ça, vous le recevrez dans quelques semaines. Donc, je vous invite à bien la lire et après, on pourra aussi échanger par rapport à ces informations-là. Donc, aujourd'hui, voilà le sommaire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport aux informations qu'on va partager avec vous. Alors, déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots d'introduction. Donc, le cabinet s'appelle Wino Consulting, qui est un cabinet qui a été créé en 2002, basé à Houston, au Texas, comme vous le voyez sur la carte. Donc, on est une équipe essentiellement composée d'Européens qui ont, depuis de nombreuses années, élu domicile aux États-Unis. Moi, je suis depuis 1997, donc ça fait déjà 28 ans. Nos clients sont essentiellement des entreprises d'Europe et d'Asie. Donc, on est une équipe de professionnels et on travaille sur les principales phases de développement commercial pour nos clients, sur des parties études pour défricher le marché et mettre en place une stratégie, un cœur de métier qui est le développement commercial. Et puis ensuite, on est sur des problématiques plus d'implantation. Voilà. Donc, quelques informations par rapport au marché des États-Unis. Donc ça, on l'a déjà dit, hein, c'est l'économie la plus importante au monde avec un PIB qui est de 28,8 trillions de dollars en 2025. Alors, c'est une projection. En termes de population, elle est quand même relativement concentrée. Les 5 États qui sont listés, en fait, recoupent 40% de la population. Donc, c'est souvent, quand on approche le marché américain, ces États-là qu'il faut cibler, pas tout le pays en entier. C'est un pays qui est très décentralisé, avec bien sûr le niveau national, qu'on appelle fédéral, mais aussi au niveau de chaque État, avec des règles qui sont différentes et qui peuvent avoir un impact assez fort sur
sur le business. Donc ça, il faut le savoir. On est vraiment dans une économie post-Covid aujourd'hui, mais on est rentré dans une autre crise qui est celle notamment des droits de douane. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Ce que je vous dis aujourd'hui sur ce sujet-là risque d'être obsolète dès demain ou plus tard cette semaine. Mais en tout cas, vous donner un point de vue et un avis sur ce qu'on commence à voir avec les annonces d'hier et celles qui vont certainement arriver dans les prochains jours ou prochaines semaines. En termes de taux de chômage, il est encore très bas aux États-Unis. On est à 4,2%, donc ça c'était le chiffre pour le mois de mai. Une inflation qui est toujours là, mais bien moindre que ce qu'on a connu. Un marché que nous, on appelle hyper compétitif. Ça, c'est vrai dans vraiment énormément de secteurs, mais il faut prendre en compte que tous vos concurrents principaux sont soit sur le marché US ou en tout cas veulent y rentrer. Donc, c'est vraiment l'environnement dans lequel il faut naviguer. Et en termes de facilité de faire du business, alors même si je pense qu'aujourd'hui, ça a certainement évolué avec la question des droits de douane, les États-Unis restent un pays ouvert où on peut vendre ses produits, où on peut travailler avec différents modèles sur place. Donc voilà, ça c'est un point qui est aussi important, même si encore une fois, ça change. Je voulais partager avec vous une carte qui est intéressante et qui montre beaucoup plus que ce que je peux dire, la taille du pays et ce que les différents États représentent. Donc là, on est sur des équivalents en termes de PIB avec des chiffres qui datent de 2023. Mais si on regarde un petit peu plus près, on voit que la Floride, c'est l'équivalent de l'Espagne, ou que l'Italie, l'équivalent du Texas, ou l'Inde, l'équivalent de la Californie. Donc, on est vraiment sur un marché énorme. C'est bien sûr un pays, mais on est plus sur une taille à l'échelle d'un continent. Donc, c'est toujours intéressant de regarder ça. Alors, l'État de New York, c'est l'équivalent du Canada. C'est vrai qu'on a rarement, en fait, ces équivalences en tête quand on regarde le marché US ou on souhaite aborder le marché US. Mais ça, c'est important d'avoir ça en tête et finalement de regarder les États individuellement comme étant des marchés qu'on peut attaquer individuellement, en fait, et pas l'ensemble des États-Unis. Donc, on a procédé à une mise à jour de l'étude que nous avions faite en 2022. Donc, aujourd'hui, alors sur la partie supply chain, en rappel, hein, ça n'a pas énormément évolué, mais aujourd'hui, on est avec des acheteurs de premier niveau qui sont les magasins, bien sûr, aux États-Unis, et puis ensuite les grossistes, et puis un niveau 2 avec toutes sortes de profils différents. Alors, les magasins de bricolage, les supercenters, ça c'est les équivalents de Costco, qui sont des noms certainement que vous connaissez. Home furnishings, en fait, on parle là de magasins qui vendent du meuble, mais beaucoup d'autres produits aussi, donc ils ne sont pas dédiés aux meubles. Bien sûr, ensuite, des ventes en direct et puis via les department stores aux États-Unis, même si ce modèle tend un petit peu à baisser, on voit en tout cas moins d'impact des department stores comme ça pouvait être le cas encore il y a 15 ou 20 ans. Quelques statistiques en termes de fabricants de meubles. Hein, donc là, en termes de chiffre d'affaires, 24,5 milliards, hein, donc c'est billion avec un B. On voit qu'entre 2016 et 2021, il y a eu une baisse de ce chiffre d'affaires, mais que la prédiction jusqu'à 2026, elle est plutôt sur un petit rebond. Et puis en termes de profit, encore une fois, sur les dates 2016-2021 avec une baisse d'un petit peu moins de 6%. En termes de magasins, donc là on est sur des magasins de meubles uniquement, hein, furniture store, donc en termes de chiffre d'affaires avec une petite augmentation sur 2016-2021 et la même chose sur 2021-2026 avec puis en augmentation. Et puis pour ce qui est des grossistes, avec là un chiffre intéressant où on voit au final une progression assez intéressante sur 2021-2026. Par contre, au niveau des profits, il était en vraie baisse hein, sur la période 2016-2021. On n'a pas ces chiffres-là sur 2021-2026 comme pour les chiffres d'affaires.
Donc, en termes de marché total, ce qui est projeté sur 2025, c'est un chiffre d'affaires de 274 milliards de dollars. Alors, avec quelques points à souligner, qui sont une croissance qui est stabilisée post-Covid, avec du sourcing qui vient encore de Chine et Vietnam, mais ça évolue avec les négociations qui ont lieu autour de tous les droits de douane. Je pense que vous avez vu récemment l'accord qui a eu lieu avec le Vietnam, donc avec des droits de douane qui sont à 20%. Aujourd'hui, les pays qui ont un accord avec les États-Unis, c'est le Vietnam et le UK uniquement, hein. Donc, et puis la Chine, mais c'est un accord cadre qui est pas, voilà, qui reste encore à définir. Mais donc ça, forcément, c'est bien sûr un gros point influent. Et puis avec des marques françaises qui peuvent être compétitives sur des niches premium. On va y revenir un petit peu plus tard par rapport au retour qu'on a eu de nos entretiens qu'on a fait avec des magasins sur Houston. En termes de tendance de la consommation, alors après, bien sûr, dans l'étude, ça sera expliqué et plus en détail, mais déjà de vous donner un petit peu quelques retours de notre étude, avec des couleurs vives qui remplacent plutôt le neutre et puis des formes qui évoluent, avec des meubles multifonctionnels et puis orientés wellness, donc plutôt voilà, santé, on va dire. Un point important, on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation aussi, c'est l'aspect customisation. C'est de pouvoir avoir des options de configurer les meubles. Et puis, tout ce qui est l'aspect sustainability. Aujourd'hui, on a une clientèle qui est prête à payer plus cher pour pouvoir aider l'environnement. Donc ça, c'est aussi un point d'évolution. En termes des tendances de marché, on revient encore sur le point important qui est ces droits de douane. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez vu tout récemment, la date limite, ça devait être demain, hein, le 9 juillet, par rapport aux droits de douane avec l'Europe. Ça a été repoussé au 1er août. Mais Trump annonce petit à petit les lettres qu'il a envoyées aux différents gouvernements pour leur annoncer quels vont être les futurs droits de douane. Je pense que l'Europe sera informée plutôt rapidement. Il ne va pas attendre le 1er août, donc on va être fixé assez rapidement. Mais aujourd'hui, on est à ces 10%. Tout le reste a été mis en pause. Aujourd'hui, les importateurs recherchent des alternatives à la Chine, à l'Asie, avec l'Europe, bien sûr, étant plus intéressante. Des acheteurs qui font un peu plus attention et avec une priorité qui est mise sur en fait, l'aspect rapidité pour les commandes, cet aspect, et on va y revenir également un petit peu plus tard, de logistique et de prédictabilité des coûts en fait à venir. Sur les produits français, l'avantage par rapport au design, mais avec aussi un aspect logistique qui, comme ça nous l'a été mentionné, pêche un petit peu. Donc ça, c'est sur un point aussi, mais on va y revenir. Là, on a les 5 magasins qu'on est allé visiter à Houston, avec lesquels on a eu des entretiens en profondeur avec soit les propriétaires, soit les managers. Donc ça, ces entretiens-là sont dans l'étude, mais l'idée aujourd'hui est de partager avec vous un petit peu des conclusions. Donc c'est la slide suivante. Donc aujourd'hui, vraiment, un point qui est très important, c'est l'aspect logistique autant que le design, c'est-à-dire en fait de pouvoir compter sur des fournisseurs et des livraisons qui sont dans les temps, voire même des stocks qui sont sur le marché US. Donc ça devient vraiment très important. Un aspect customisation, donc personnalisation des meubles, visibilité sur les showrooms et puis communication aussi très importante sur les marques, sur les collections, sur les produits. Donc ça, c'est ce qui est attendu en fait
des futurs fournisseurs. Le pays d'origine devient moins important finalement plutôt que l'aspect excellence opérationnelle, de pouvoir vraiment être prêt sur ce marché US, avec donc des magasins qui sont ouverts à revendre des marques françaises dans la mesure où l'infrastructure de soutien est en place. Donc ça c'est un point, encore une fois, qui revient régulièrement. Entre 2022 et 2025, quelques points de différence à souligner. Donc, avec un mobilier français qui était admiré pour sa qualité, mais encore une fois, aujourd'hui, on demande d'être, comment dire, responsiveness, prêt, rapide à répondre et de confiance. Une préférence pour des pièces intemporelles, des styles un peu neutres. Aujourd'hui, on est plus sur du design et de la customisation. Donc, ça, c'est vraiment un changement. Et puis, bien entendu, la partie droit de douane qui était, il y a 3 ans, pas du tout un sujet et qui est aujourd'hui incontournable et vraiment très important, donc qui influence beaucoup toutes ces décisions de sourcing et de prix, bien sûr. En termes de souhait d'opportunité, ce qu'on peut partager avec vous aujourd'hui, c'est bien sûr la nécessité d'être sur le marché et d'approcher directement les clients, les partenaires commerciaux. L'approche via des agents, donc REP, reste importante, mais qui doit être couplée avec un support local. Et quand on parle de support local, on parle vraiment de support surtout logistique. Aujourd'hui, les magasins sont ouverts à des alternatives européennes, donc de sortir de trouver des alternatives à la Chine, mais toujours avec une valeur qui doit être claire. Et puis, de nouvelles opportunités par rapport aux valeurs américaines de service, d'adaptabilité au niveau du design, et puis l'aspect sustainability, donc tout ce qui est pour l'environnement, en fait. L'étude, on a aussi regardé un petit peu ce que font les autres pays européens par rapport à la France et d'essayer de voir quels enseignements on peut en tirer. Donc, on a regardé surtout l'Italie, l'Allemagne et puis la Scandinavie. Donc, des conclusions qui ne sont pas des surprises, mais c'est toujours intéressant de voir la promotion qui est faite via des showrooms, via des salons et puis via des agences qui soutiennent les entreprises de leur pays. Donc ça, voilà. Donc ça, c'était un point important à souligner. Encore une fois, dans l'étude, vous aurez beaucoup plus de détails par rapport à ces points-là. En termes donc de points de stratégie à partager avec vous, donc le marché américain reste bien sûr très attractif, mais très sélectif aussi et compétitif. Donc ça je pense que c'est pas une surprise. En termes de sourcing, aujourd'hui, les acheteurs préfèrent avoir leurs fournisseurs prêts ou alors avec des livraisons qui peuvent être flexibles et rapides. Le design français reste intéressant avec une vraie niche, mais avec des fortes identités et puis surtout un storytelling à développer. Donc ça c'est bien sûr des points sur lesquels on pourra vous aider, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En termes de retail, donc tout ce qui est par rapport au magasin, on voit une consolidation avec des gros acheteurs aussi qui comptent sur leurs fournisseurs pour des aspects marketing et de logistique. Ce qu'on voit de plus en plus, en fait, c'est des petits magasins indépendants qui ferment. Et puis, on est plus sur des chaînes, en fait. Mais ça, c'est la suite de ce qu'on avait déjà vu ou ce qu'on voit dans d'autres secteurs aussi aux États-Unis. En termes de recommandations stratégiques, donc on est plutôt sur des lignes de produits qui sont haut de gamme avec un design, une forte identité française.
de développer des solutions de warehousing, d'entreposage, de logistique locale basée aux États-Unis, investir sur le storytelling digital et puis des partenariats locaux, donc bien sûr aux États-Unis, et puis d'être prêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des listes de prix, ça veut dire des documents marketing, ça veut dire des MOQ, donc des minimum order quantity, donc vraiment d'avoir la stratégie prête pour le marché et pas de développer une fois qu'on avance, mais d'avoir vraiment des offres bien prêtes à soumettre à des acheteurs ou à des partenaires potentiels. L'idée de cette phase-là, en fait, c'était de proposer des idées par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place sur 2026, donc c'est-à-dire d'apporter un support aux entreprises de manière individuelle ou alors de manière regroupée. Ça, c'est un partage d'idées là-dessus. Après, bien sûr, les questions, les retours sont les bienvenus, mais l'objectif ici, c'est vraiment de partager avec vous ces idées. Donc, la première, d'avoir des working groups, donc en fait des groupements pour traiter avec des thématiques avec 4, 5 ou 6 entreprises, avec des objectifs qui sont similaires et des thématiques très précises. Donc, ça peut se faire via des discussions mensuelles, des échanges. Mais voilà, donc l'idée là, c'est vraiment d'encourager, d'apprendre les uns des autres. Et puis, on est sur du coaching, sur des, je dirais, sujets ou problématiques individuelles qu'on peut voir regroupées auprès de certaines entreprises qui finalement sont en face de la même problématique et de faire ça dans la durée pour justement voir des progressions. Une deuxième idée, c'est de faire de l'accompagnement individuel. Donc là, c'est avec un nombre d'heures qu'on peut étaler sur 6 mois ou 12 mois et vraiment de travailler en profondeur des thématiques qui peuvent être juste par rapport au modèle, qui peuvent être par rapport à une recherche de partenaires, par rapport aux aspects marketing, par rapport à revoir toute la structure de prix pour le marché US. L'idée aussi, c'est d'avoir peut-être ce que nous, on appelle une readiness checklist, c'est-à-dire une checklist de points avant de se dire on est prêt à s'engager et à travailler sur le marché US, justement pour avoir une idée de la progression et d'accompagner cette progression sur quelques mois. Ensuite, un point sur des webinaires, alors qui peuvent être sur, encore une fois, des thématiques très précises. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un retour sur des besoins, sur des thématiques, sur des points sur lesquels on a besoin vraiment d'aller en profondeur. Donc ça, c'est d'avoir votre retour, hein, en fait, sur peut-être des problématiques ou des sujets à traiter. L'idée aussi, c'est de faire venir des experts, de faire intervenir des distributeurs, voilà, des gens avec qui on est en contact, justement pour qu'ils amènent cette expertise-là, et puis partager aussi des success cases. Donc, l'idée étant d'avoir ce partage-là, qui peut-être ne se passe pas toujours, mais en tout cas d'apprendre toujours du succès des uns et des autres, et nous de faire intervenir des personnalités externes et qu'elles puissent amener ces expertises-là. Ensuite, avec un temps de questions-réponses, bien sûr. Un quatrième point qui est de venir aux États-Unis. Donc là, on est sur des missions de prospection où on organise des rendez-vous, alors qui peuvent être autour de salons, mais simplement aussi au niveau de géographie très précise, où là, on rencontre des décideurs, on va avoir des showrooms, on fait des rendez-vous B2B. Encore une fois, ça peut être autour de salons, mais pas forcément. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas voyager ou pour qui les dates ne fonctionnent pas, bah, c'est toujours de faire des rendez-vous en virtuel aussi, possiblement. Donc là, on est vraiment sur du pur développement commercial. Une idée qui est à creuser aussi, c'est l'idée d'avoir ce qu'on peut appeler un pop-up showroom hein, sur quelques mois. Alors sur une ville aux États-Unis, ça peut être New York, ça peut être Miami ou une autre. L'idée étant bien sûr de partager les coûts, le staff, de faire, pour nous, de coordonner ça en étant sur place, et puis d'avoir le support bien sûr de showroom local. L'idée de créer de la visibilité, des outils marketing,
d'avoir des retours acheteurs, clients potentiels. Donc ça, on voit ça de plus en plus, ça a du sens. Après, bien sûr, au niveau des coûts et comment tout ça peut être accompagné, c'est à creuser. Mais je pense que ça peut être intéressant de regrouper plusieurs marques et de faire un partage de coûts sur une telle approche. Après, de faire un travail classique de recherche de distributeurs, d'agents, où là, nous, on fait ce travail d'identification, de validation et ensuite de présentation, donc de mise en relation, du matchmaking classique. Donc ça, qu'on peut être amené à faire. Et partager ça après sur une plateforme digitale avec voilà, des profils qui peuvent être vus. Et donc ça, c'est un travail qui est pérenne, qui peut être partagé après avec d'autres. Et puis ensuite, un dernier point, alors là, pour certains qui travaillent déjà aux États-Unis, mais qui n'ont pas forcément de présence, c'est plus de la gestion. Nous, on appelle ça du back-office, hein, c'est vraiment de gérer les relations. Alors, ça peut être de l'aide à la négociation, par exemple, mais après, c'est d'être le relais local d'entreprises françaises qui, aujourd'hui, n'ont pas justement ces relais locaux. Donc là, c'est vraiment de l'accompagnement pour maximiser le retour sur investissement et puis démontrer à des clients ou à des prospects américains qu'il y a effectivement une présence, donc ce qui est rassurant pour beaucoup d'Américains. Voilà, donc on a fait à peu près 30 minutes. L'idée, c'est de répondre à vos questions. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Je pense que Lucie a également une conclusion. Et puis, j'ai vu que Sandy nous a rejoint, donc elle pourra également partager son point de vue, puisque c'est elle qui a surtout travaillé sur l'étude. Après, alors, on pourra faire la traduction, mais si vous pouvez poser les questions en anglais avec Sandy, qui ne maîtrise pas le français, ça serait idéal. Moi, je vais justement poser quelques questions to Sandy. Sandy, you can hear me? Le micro. Lucy, yes, I can hear you. Hello, everyone. Sandy, du coup, a travaillé sur cette étude. So I wanted to ask you some questions, Sandy, so you can give us also your insight, because you have been like dealing with the discussion with the local buyers you have met. How do you think, where do they go now to purchase brands, and also where do they get inspired, and how it has evolved? Where do they go to meet the right brands they want to have in their store? Well, from the feedback that I received is that a lot of them, they still go to like trade shows here in the US to find new designers and new furniture pieces. And they also, of course, they go to visit a lot of showrooms here in the US. Like I think like already mentioned that we have a lot of showrooms in the areas like Florida and in New York, and so they go here in the US locally to trade shows and showrooms to find new designers. And it's very uncommon for like US retailers to actually go abroad themselves to look. It's more that they are looking here in the US. And what's the most like the vision they have like now to develop their retail stores? Do you think like they are looking for just about the design, or they are looking for price? What is the main point for their choice now? So what really stuck out with me when talking to local retailers here is that currently, because of the whole tariff situation and uncertain like market situation, they really want to work with brands where they know that, or they can be certain that the furniture is available here in the US, so that they want to avoid to have any issues with delivery. For example, I talked with one retailer here in Houston, Texas, and they told me that in the past they had issues with a lot of brands that couldn't deliver on time. So they got a lot of customers that got angry
and they didn't want to like work. They stopped buying from that retailer for that reason. And that's why they stepped away from working with these brands that had the delivery issues. And this specific retailer, they in the end decided to just work with one single manufacturer here in the US because they were reliable in delivery of their furniture to their US customers. So, and I think that changed in the past years, that US retailers, they're looking more into like, are those manufacturers able to deliver on time? Do they have their logistics in place? I think that's a very big part right now in the US. It plays a huge role. So to sum up, it means that if you don't have a logistic stock in the US and you cannot reply to the client very fast, you can't really deal with this market. It will be tough to convince a retailer to work with you under current conditions. I feel like 3 or 4 years ago, it was still different. The market was still like more open to, okay, if there are some delivery issues, that's not an issue. But that definitely changed, and US companies, they became way more careful in that regard. Yeah, one point that really I was very surprised. I was in Miami and in New York in May with Isabelle, and what really was very the sense of the service and also the reactivity in a way. If you don't reply almost like in the minute, in the day, you can lose an order. You can lose the client's confidence. So it's like, it's even more than other markets. So yes, it's also something very, very important. I think, like, to have all, you mentioned earlier, Bruno, you need to have all the tools ready. You can't like be in the middle. You need to be prepared. Even for small companies and also for bigger, these checklist in a way needs to be really prepared. This is why we can help also, like with the as Bruno mentioned, the groups of les groupes de travail. I'm going to switch in French because it's about like how we can help the companies now, Sandy, and after we can ask also them for questions. But oui. Oui. Alors, la question de Radmila par rapport à la liste des salons aux États-Unis, il y aura une liste dans l'étude, hein, donc vous l'aurez bien sûr. Avec les différents temporalités, les positionnements, etc. Ouais, bien sûr. Là, de toute façon, c'était quand même une vision assez générale, mais l'étude, justement, et le rapport va beaucoup plus en profondeur. On a aussi beaucoup plus de contexte sur les approches qui ont été faites auprès des retailers. Une chose est sûre, en tout cas sur ce marché-là des États-Unis, moi j'ai lancé un questionnaire il y a à peu près 3 mois. J'ai encore peu de réponses. Je sais que certains autour de la table ont déjà répondu et je les remercie en tout cas chaleureusement, parce que je sais que le questionnaire n'était pas si long que ça, hein. Il y a peut-être 8 minutes à répondre. Mais c'est vrai que c'est cette demande-là de répondre à ce questionnaire-là, et par la suite justement de ce webinaire, je relancerai un appel pour que vous participez en tout cas qui est intéressé par ce marché-là. Moi, j'ai besoin de bien recenser justement là où vous faites déjà des activités, comment vous les faites, pour voir exactement qui fait quoi et où, comment et où est-ce qu'on peut se rejoindre. Puisque les points d'ancrage, c'est vraiment ce qui permet, nous, en tout cas au GEM, de pouvoir faire les accompagnements les plus financés, en tout cas, et les plus travaillés pour vous aider à vraiment prendre à cœur ce marché. Donc, je renverrai le lien justement sur ce questionnaire-là. Pour moi, il y a 2 axes vraiment qui ont commencé déjà un peu à sortir des premières réponses au questionnaire que j'ai déjà eu. Donc, c'est vraiment la mutualisation sur de la logistique. Comme on l'a vu justement sur ce webinaire-là, c'est quelque chose qui est très important.
comment est-ce qu'on peut rendre ça au plus performant, justement, avec des partenaires, peut-être, voilà, essayer de trouver qui travaille déjà bien avec certains et comment on peut les faire grossir. Peut-être que ça peut amener sur des discussions de négociation aussi de tarifs. Donc voilà, c'est l'idée aussi de ces groupes de travail. Et il y aura notamment pour moi aussi un autre axe qui est plutôt sur la partie de prospection commerciale et de développement de marché. Donc on sera accompagné également par Wino. Mais pour ça, il nous faut en tout cas cette alimentation, on va dire, de réponses pour pouvoir après trouver les ancrages collectifs, comme je le disais. Je vous rappelle également qu'on a aussi une hotline supply et juridique. Donc, si vous avez des questions sur sur vos produits en exportation, les montages, comment je peux faire, etc. Je ne vais pas dire pour contourner les droits de douane, mais pour y voir un petit peu plus clair sur cette actualité aussi. La hotline, vous nous faites vos questions. Je sais que certains nous ont interpellés récemment, donc vous pouvez toujours le faire. Elle est toujours ouverte, hein, cette hotline. Également, voilà, il va y avoir les groupes de travail, comme je le disais. Pour l'instant, je recueille toutes les informations et après, on envisagera la suite. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qui a été déjà exposé? Est-ce que certains veulent faire des partages aussi d'expériences de ce qu'ils ont pu avoir par rapport à cette évolution de marché, justement, sur la tendance aussi bien de consommation que de comportement d'achat, puisque ça évolue rapidement. Est-ce que certains ont des questions? Vous pouvez soit les mettre dans le chat ou lever la main. Moi, je ne vois pas les mains levées. Pour l'instant, je ne vois pas non plus. Je pense qu'en fait, il suffit de prendre la parole, non? Alors, les micros sont coupés, mais vous pouvez lever la main. Tu peux rouvrir les micros, peut-être? Non, je ne peux pas, moi, de mon côté. C'est une vraie question. Ouais. On peut rouvrir les micros, Audrey? Si chacun veut se sentir plus à l'aise pour intervenir. Ne soyez pas timide. C'est pas le pays de la timidité, les États-Unis en ce moment. Donc, lâchez-vous, sentez-vous à l'aise. C'est tout. Donc, on va clore le. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je rappelle à tous et à toutes que pour recevoir justement cette étude, il faut être à jour de votre adhésion, aussi bien GEM et cotisant Colipam. On a une question. Donc, Clément Gojal, qui travaille chez Petite Friture aux États-Unis. Clément, on t'écoute. Oui, bonjour. C'est pas tellement une question, c'est juste renforcer un peu tout ce que vous avez dit sur l'importance des délais, à la fois en termes de réponse, mais aussi en termes de production. Moi, je l'ai vu au cours des 3 derniers mois, j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais les délais pour fournir la marchandise se raccourcissent de plus en plus. Et alors, dans certains cas, on a pu fournir les produits. Dans d'autres, on est obligé de dire non. Et ça, c'est un peu... évidemment, on doit faire des ajustements de notre côté, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les cycles dans la partie contract avaient tendance à être assez longs et ça se raccourcit de plus en plus parce que, en fait, je pense qu'il y a une grande insécurité au niveau des prix avec les tarifs qui changent tous les 3 matins et que du coup, ils essaient de faire des micro-ajustements pour respecter leur budget. L'autre point que je voulais faire, c'est aussi l'importance d'utiliser l'outil du GEM et je voudrais d'ailleurs remercier l'équipe. Mais je pense qu'on a cette force du savoir-faire français et moi, j'ai vu à New York, avec le cas de l'Espagne qui n'était pas mentionné dans votre présentation, mais ils ont réussi à construire une image de marque sur le savoir-faire espagnol en une dizaine d'années et pour établir des marques qui sont très performantes et ça serait bien, enfin, je pense qu'on a une opportunité avec le GEM de justement de pousser ce savoir-faire français et vraiment reprendre notre place sur le marché américain et en s'entraidant et tout en gardant notre identité propre. Voilà. C'était juste le point que je voulais faire. Si je peux me permettre de vous poser une question aussi par rapport à la manière dont vous fonctionnez aux États-Unis,
aujourd'hui, vous avez un entrepôt ou un prestataire qui s'occupe de la logistique pour vous? Oui. Alors, on travaille avec Skipper dans la Oui. banlieue d'Atlanta et on stocke une grande partie de nos produits luminaires. On a aussi lancé cette année, l'année dernière, un programme Quick Ship pour une partie de nos mobiliers outdoor, où en fait on peint à la demande les produits aux États-Unis, justement pour raccourcir ces cycles de production et être plus à même de livrer à temps. Et c'est aussi une demande qu'on a de la part des pure players, donc des Lumens et compagnie, c'est que pour la partie outdoor, c'est qu'ils nous disent qu'ils ne vendent pas si c'est pas en stock. Et donc ça veut dire du stock aux États-Unis parce que les pure players ne veulent pas gérer des importations, des choses comme ça. Si je peux me permettre une autre question par rapport à ce que vous venez de mentionner sur la peinture, vous le faites vous-même ou vous avez un prestataire externe On a trouvé un prestataire. Alors ça, c'est un projet qui nous a pris plusieurs années pour sélectionner le prestataire, aussi essayer de raccourcir les délais entre notre entrepôt. Donc il fallait un prestataire local. Il a fallu faire beaucoup de tests qualité. Enfin, ça nous a pris au moins 2 ans avant de pouvoir lancer ça. Et là, on essaie d'élargir un peu notre gamme pour justement être plus à même de répondre à ces demandes de contract et aussi garantir le fait d'avoir du stock en permanence de produits finis sans avoir à les importer. L'autre avantage de ça, c'est que tous les retailers, pas que les pure players, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un landing price. Et c'est vrai que dans le passé, il y a eu beaucoup de marques européennes qui offraient des services, aux retailers de faire de l'Ex-Works avec les différences, les tarifs qui changent de manière incontrôlée et surtout qui impactent le prix de manière très importante. Les retailers ne sont pas à même de calculer quand ils vendent à un client, s'ils font de l'Ex-Works, combien le produit leur coûtera au final. Et donc, ça rajoute beaucoup plus d'importance pour avoir du stock aux États-Unis ou en tout cas garantir que ce sont nous qui importons les produits, parce que c'est aussi un moyen de jouer sur le niveau de tarif qu'on paye, puisqu'on fait des prix de transfert. Non, exactement, et c'est ce qu'on avait noté aussi, hein, c'est l'aspect d'avoir une structure de prix qui est très claire. Et de toute façon, pour certains retailers, ils ne veulent pas s'occuper de dédouanement ou de transport et autres. Donc, effectivement, une fois que la commande est passée, idéalement, ça part d'un point quelque part aux US et c'est livré ensuite. Donc, OK. Merci pour ce partage. Merci Clément. Merci beaucoup. Comme vous l'aurez vu, justement, des conversations, des discussions peuvent sortir des bonnes pratiques. L'idée des groupes d'échange, justement, c'est aussi ça, c'est de discuter ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc vraiment, n'hésitez pas après à me solliciter pour qu'on mette en place tout ça et ça pourra découler en tout cas des questionnaires, comme je l'ai bien mentionné juste avant. Je vous remercie pour votre temps d'échange et votre temps tout court aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous, les prochains rendez-vous justement forts sur l'international. On a une petite question d'Anne-Sophie qui veut intervenir. On peut. Oui, si j'ai encore le temps. Bonjour Oui, bien tout le monde. sûr. Alors, j'avais une remarque et puis une question en fait. Une petite remarque, c'est que en fait, je retiens que pour se démarquer ou en tout cas avoir un peu plus de chances de vendre aux États-Unis, il faut avoir du stock, mais aussi pouvoir customiser les produits. Eh bien, en fin de compte, on n'a pas d'autre choix que d'avoir une unité de production aux États-Unis. Alors, ça revient un petit peu à ça, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que, en fait, on va stocker, voilà, nous, par exemple, on va stocker nos best selling pieces, mais après,
notre force aussi, c'est de pouvoir personnaliser, de faire le sur-mesure. Mais là, du coup, on ne peut pas produire ailleurs Alors, que dans notre après, unité. par expérience, quand on s'attaque au marché US, comme vous disiez, déjà commencer avec les best-sellers, c'est déjà très bien. Après, c'est aussi une progression de voir le développement du marché et puis après de se dire quelles peuvent être les opportunités, comme Clément l'a partagé, par rapport à avoir ensuite la peinture qui est faite sur place pour pouvoir justement répondre au mieux aux attentes des clients, parce que j'imagine que les couleurs qui se vendent mieux aux US ne sont pas les mêmes qu'en France ou en Europe. Donc là-dessus, voilà. Merci Clément de ce que vous avez partagé. Donc non, l'idée, c'est pas de se dire dès le départ, il faut tout de suite pouvoir customiser. Hein. D'accord. Et juste one question for Sandy. How do you feel the impact of the tariffs rise? Do you think that the wholesalers import less from Europe because of the tariffs rise, or? Sandy? Sorry, I was on mute. Sorry. So actually, I got very interesting feedback from a supply chain manager for a US retailer here in the US. And he had a very interesting perspective on this whole situation for European furniture manufacturers, because like in the US, like a lot of retailers, even high-end furniture retailers, they use Chinese manufactured furniture pieces, and they import everything from China, and then they sell it as like high-end furniture here in the US. So, and that supply chain manager, he explained to me that it could actually be an advantage now with this whole tariff situation for European manufacturers, because the Chinese tariffs are much higher as of right now. So a lot of US retailers, they would probably now lean more towards European manufacturers now because of this tariff situation. And he said he sees it as an opportunity for European manufacturers to get a foot into the door here. So it's not all negative with the tariffs. Okay. Yeah. Very good. Okay, got you. Yeah. Thank you. He was very positive actually for European manufacturers, like French furniture manufacturers, Italian ones, and yeah. Great. Thank you. Si on passe pas une sauce, bien sûr, à 50%. Voilà. Oui. C'est sûr. Merci. Merci pour ce partage et ces questions. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? S'il n'y en a pas d'autres, eh bien, je vous donne rendez-vous du coup pour les prochains rendez-vous export. Ce sera à la rentrée. On aura un webinaire sur l'Arabie Saoudite le 10 octobre, le 22 octobre aussi pour la Scandinavie. Et puis après, suivront aussi Royaume-Uni, Émirats Arabes Unis. Voilà. N'hésitez pas à suivre de toute façon nos actualités dans les lettres hebdo qui partent chaque semaine sur votre petit mail. Et puis, si vous avez des questions, même sur les hotlines, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et Bruno. Un dernier point. Merci déjà à toutes et à tous pour votre présence. Je pense que je vous encourage à remplir le questionnaire parce que ça va servir de base en fait sur les propositions qu'on pourra vous faire dans les mois qui viennent par rapport au marché US. Donc, c'est important de comprendre vos besoins, de comprendre vos soucis, vos problématiques. Voilà, donc je vous encourage à le compléter et puis on reviendra vers vous dans les semaines et les mois qui viennent. Très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. C'est le message.